Bonjour mes amis, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un thème assez récent, c'est l'élection du nouveau pape, Habemus Papam. Donc les catholiques ont un nouveau pape depuis une semaine. Alors son élection a été assez rapide et le choix a été aussi assez intéressant. Donc j'en parle parce que le pape est une personnalité qui a une énorme influence morale et spirituelle, puisqu'il est le leader spirituel de plus d'1 milliard, presque 1,5 milliard de catholiques. Donc c'est quand même significatif. Et il est aussi à la tête d'un État qui s'appelle le Vatican, qui est un micro-État, mais qui a beaucoup d'influence aussi dans le monde, qui a sa propre diplomatie, etc., et ses relais dans l'Église catholique. Donc c'est quand même important de le noter. Voilà. Alors, d'abord je vais parler de son élection, et ensuite je vais parler des conséquences de son élection. Je vais tenter d'expliquer à ma manière, bien sûr, parce que je ne suis pas un spécialiste ni de l'Église catholique ni des papes, mais je vais essayer d'expliquer en quoi ça a une influence sur la géopolitique, en quoi ça peut changer aussi les choses, les dynamiques entre les États. Alors, premièrement, son élection a été très rapide. Je crois que, si ma mémoire est bonne, ça s'est fait en 3 ou 4 jours maximum. Donc, alors il y a un bon film qui est sorti qui s'appelle Conclave, où on parle aussi de l'élection d'un pape. Bon, c'est un autre contexte bien sûr, donc je vais pas. Puis c'est Hollywood, donc il faut toujours se méfier des thèmes d'Hollywood. Mais je pense que c'est intéressant de voir comment se prépare et comment se déroule un conclave, parce que je crois que ça c'est bien décrit par par le film, pardon. Alors, ils ont élu ce pape assez rapidement, et je pense que, enfin, d'après ce que j'ai pu comprendre et lire ici ou là, il y a eu un pape, enfin un cardinal qui était candidat, qui était un Italien conservateur, mais qui a jamais pu avoir plus de 30 ou 35% des voix. Et ça s'est passé aussi de la même façon pour un autre candidat qui était un peu plus libéral, et qui lui aussi n'arrivait pas à obtenir beaucoup de voix. Donc le consensus est porté sur ce candidat américain. En fait, ils sont jamais candidats officiellement. Ils sont nommés par c'est le conclave des cardinaux qui décide, voilà, on veut celui-là ou celui-là ou celui-là. Bon, puisqu'on élit parmi les cardinaux le pape. Bon. Donc ça, c'est un peu comme ça que ça se passe. Bon, la campagne se fait en coulisses, mais jamais officiellement. Il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas de programme. C'est toujours très discret, et c'est un petit peu le but du jeu, j'ai l'impression. Alors, donc le consensus est porté sur ce pape américain, donc cardinal Prévost, parce que il était un juste milieu entre les deux tendances, c'est-à-dire à la fois libérale et conservatrice. Et alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi après, mais je pense que c'est un choix qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus judicieux qu'on le croit. Donc c'est quelqu'un qui a passé un tiers de son temps aux États-Unis, un tiers de son temps, il est américain donc, bien sûr, et il a passé un tiers de son temps au Pérou, et il a passé le reste de son temps au Vatican, où il avait un rôle assez important, puisque c'est lui qui sélectionnait les candidats pour être cardinal. Donc il avait quand même une certaine influence. Il a été d'ailleurs nommé cardinal par Bergoglio, donc le pape argentin qui vient juste de mourir. Mais il s'est distingué par une chose assez intéressante. Bergoglio était jésuite, et lui, il est augustinien. Alors, c'est là où je veux en venir. C'est sa philosophie de vie et sa façon de voir les choses, à mon avis, vont être très différentes de la façon dont Bergoglio menait les choses en tant que pape. Et moi, je pense que ça va être une très très bonne transition, à mon avis, pour l'Église catholique et les différents catholiques du monde entier. Alors, la philosophie augustinienne, donc Saint-Augustin, donc c'était un des pères de l'Église, il est né en Algérie, je crois. Enfin, l'Algérie n'existait pas à l'époque, mais c'était dans l'Empire romain.
Et, il s'est inspiré de Saint-Augustin et de René Girard, qui est un philosophe français catholique, et qui a tiré de Saint-Augustin une certaine liste de concepts. Alors justement, je les ai notés parce que je trouve ça intéressant, et après je vous dirai en quoi ça a une influence sur la géopolitique et sur les États-Unis en particulier. Alors, d'abord, René Girard parle de rivalité mimétique, donc c'est les désirs humains qui sont imitatifs, c'est-à-dire que nous désirons ce que les autres désirent, donc ça implique une rivalité et donc des conflits sociaux. Donc qu'est-ce que ça implique? Pour résoudre les conflits sociaux découlant des rivalités mimétiques, il faut trouver un bouc émissaire, c'est-à-dire on unit la communauté contre un bouc émissaire accusé de tous les problèmes communautaires. Alors ça c'est le biais de l'Église catholique depuis 2000 ans. On a toujours trouvé des boucs émissaires, tantôt c'était les Lombards, les Juifs, les protestants, et on a fait les croisades, enfin bon, ça a été une série pendant 2000 ans de recherche de boucs émissaires. Et alors, Léon XIV, lui, est un augustinien, donc il a découlé de ces concepts, hein, je simplifie bien sûr, il découle de ces concepts service et solidarité, hein, c'est le concept de la cité de Dieu, donc la cité sur la colline, ça c'est un des traités de Saint-Augustin, mais aussi les confessions. Il y a aussi concilier contemplation spirituelle et action dans le monde. Alors ça c'est étrange parce que c'est un concept qui n'est pas du tout unique au catholicisme, mais on le trouve également très souvent dans le judaïsme. Bon, donc à mon avis Saint-Augustin et Léon XIV doivent connaître un petit peu ces concepts tirés du judaïsme. La paix et le dialogue, bon ça c'est normal, c'est le rôle du pape. Et l'humilité personnelle. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a l'air très humble. On le voit dans sa façon de parler, quand il a été inauguré, il était très humble. Enfin bon, moi j'ai pas regardé, mais j'ai vu certaines photos ou certaines images, et effectivement, ça a l'air d'être une personnalité très simple et très abordable. Alors, maintenant, les conséquences sur la géopolitique, alors, ça on peut pas savoir, hein, il vient juste d'être nommé, donc élu, donc ça va être difficile de tirer quoi que ce soit aussi vite, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que d'abord il y a son frère, qui est américain, qui est un grand fan de Trump. Bon, il est très actif sur Twitter, donc ça c'est une petite anecdote sympathique, c'est rigolo, mais c'est assez... bon, j'aime bien parler du bain familial, et je pense que le fait d'être dans une famille où bon, le frère est pro-Trump et l'autre est pape, bon, ça peut augurer quelque chose d'intéressant, en tout cas une dynamique intéressante. Bon, un peu comme Obama et son frère Malik qui est pro-Trump, bon, ça peut être ça. On peut l'interpréter comme ça. Bon, il y a autre chose, c'est qu'il a reçu en audience privée donc J.D. Vance, qui est le vice-président des États-Unis, et Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères. Et il est resté assez longtemps avec eux, je crois 1 ou 2 heures. Bon, ils ont beaucoup parlé ensemble, ils ont dû parler théologie, mais aussi un petit peu politique à mon avis. C'est pas impossible. Et alors, pourquoi je parle de J.D. Vance et de Marco Rubio, surtout J.D. Vance, c'est que J.D. Vance a été influencé par Peter Thiel, qui est un des fondateurs de PayPal, un copain d'Elon Musk, c'est un investisseur dans la tech, Silicon Valley, mais c'est aussi quelqu'un qui réfléchit et qui a beaucoup influencé Trump. Et Peter Thiel et J.D. Vance sont des grands lecteurs de René Girard. Hein, j'en parlais tout à l'heure. Donc c'est très intéressant. Donc eux aussi, ils ont tiré de la rivalité mimétique et du concept de bouc émissaire les éléments pour justement bâtir une philosophie de la nouvelle droite, pour dire voilà, les libéraux américains, donc la gauche américaine, n'arrête pas de trouver des boucs émissaires, c'est l'homme blanc, c'est la classe moyenne, c'est les riches contre les pauvres, etc. Alors qu'eux-mêmes sont le parti des riches, mais enfin tout ça c'est hypocrite, c'est les blancs contre les noirs, bon bref. Donc tout ça c'est toujours la même rhétorique, mais J.D. Vance lui en a tiré quelque chose d'assez intéressant, basé sur René Girard et Saint-Augustin. Et donc on peut en tirer, alors je vais finir par là parce que je ne veux pas faire cette vidéo trop longue,
Euh, on peut se poser des questions sur le choix du pape. Pourquoi un Américain? Et alors j'ai pas répondu à la question tout à l'heure directement, j'ai dit bon c'était le candidat le plus neutre. Mais je pense qu'il y a d'autres choses derrière, plus subtiles. Et je pense que par exemple le premier point, c'est que, et ça je l'ai entendu récemment, dans l'histoire de l'Église catholique et de la papauté, on a toujours évité que les papes ne soient de la même nationalité que la puissance dominante du moment. Donc quand il y a eu des papes français à Avignon, bon, si vous avez vu Les Rois Maudits, vous savez, ou lu Les Rois Maudits de Maurice Druon, vous avez compris que le roi de France voulait un pape français et pour l'influencer. Bon, alors ça, là maintenant me revient à l'esprit un post de Trump où il se montrait en pape lui-même. Est-ce qu'il avait deviné que le pape serait américain? Évidemment, il ne pensait pas qu'il serait élu pape lui-même. Évidemment que non. Mais est-ce qu'il avait deviné que le pape serait américain? Peut-être. Avec Trump, on ne peut jamais savoir. Et en tout cas, c'était drôle. Et il avait raison, puisque le pape a été élu, le pape élu est américain. Alors, est-ce que, pour en revenir à ma première question, donc le pape ne doit pas être de la même nationalité que la puissance dominante. Est-ce que ça veut dire que l'Église catholique ou le Vatican, les deux ont compris que les États-Unis ne sont plus la puissance dominante? Et c'est vrai, on en parle beaucoup en économie, le déclin du dollar, le fait que les États-Unis n'ont plus les moyens, j'en parle très souvent dans mes vidéos. Bon, ça c'est première hypothèse, c'est qu'une hypothèse, hein. Parce qu'évidemment je ne peux pas imaginer que les Américains aient pu influencer l'élection du pape, c'est impossible. Enfin c'est pas impossible, j'exagère, mais c'est très peu probable. Ou alors l'hypothèse inverse, c'est est-ce que l'Église a voulu, ou le Vatican, ils ont voulu faire un pied de nez aux États-Unis et à Trump, en disant regardez, notre pape qui est américain est généreux, il veut le dialogue et la paix, alors que vous êtes agressif, vous déportez des gens, enfin déporter dans le sens expulser, hein. Pardon, c'est un américanisme que j'ai utilisé à tort, et c'est expulser les illégaux, ça c'est pas bien, machin. Bon, moi je sais pas, j'hésite entre les deux, je me demande même si c'est pas un peu des deux hypothèses, et on verra bien. Mais je pense que si les Américains peuvent établir un dialogue constructif avec le pape, c'est jamais une mauvaise chose, hein. D'ailleurs, c'est pareil pour tous les pays surtout les pays catholiques, à majorité catholique, c'est tout à fait normal. Voilà, donc ça, je vais en rester là, et je vous souhaite une très bonne semaine, et de très belles vacances si vous en prenez maintenant. À bientôt les amis.